Les différents thèmes, les 4 principaux thèmes que nous allons examiner, sur lesquels nos praticiens et nos éminents intellectuels vont exposer, c'est premièrement la loi criminalisant le viol et la pédophilie, thème qui va être traité par M. Alassane Ndiaye, magistrat directeur adjoint de la Direction des affaires civiles et des CAS. Le deuxième thème portera sur les difficultés d'application de la loi criminalisant le viol par M. Mawa Bari, magistrat juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Et le troisième thème sera état des lieux de l'application de la loi criminalisant le viol et la pédophilie par M. Malik Sow, magistrat procureur auprès du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Le quatrième thème, enfin, portera sur une analyse situationnelle et sociologique des violences basées sur le genre par le professeur Mme Rosalie Diop, sociologue. À l'issue de ces différents exposés, il sera procédé à des travaux de groupe par des thèmes, des groupes qui vont être composés tout à l'heure sur des thèmes différents que nous allons vous exposer à l'issue de ces cours. En nous souhaitant à tous des travaux fructueux et une bonne journée de réflexion ensemble, je vous remercie de votre aimable attention. La thématique, Madame la Présidente, vous l'avez rappelé, est une préoccupation majeure. La protection des femmes en matière de violence sexuelle, en particulier le viol et la pédophilie. Cette thématique est une préoccupation majeure pour la justice sénégalaise avec ses partenaires, qui d'ailleurs a continué la réflexion sur ces infractions en menant à bien des réformes, et je m'en veux pour preuve la réforme de la loi de 2020 en matière de viol et de pédophilie. Le département de la justice sénégalaise est très engagé quant à la protection de la femme, et nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir associé les magistrats à ces activités pour non seulement essayer de voir ensemble comment pouvoir appliquer de manière efficace et efficiente ces nouvelles dispositions dans le seul but de pouvoir protéger davantage les femmes, mais également d'instaurer un dialogue entre les autorités judiciaires et les concitoyens par rapport à l'applicabilité de cette nouvelle loi. Bien évidemment, le viol et la pédophilie ont trouvé des réponses par rapport à la criminalisation pour pouvoir, bien entendu, chercher une protection beaucoup plus efficace de la femme. Il se pose, bien entendu, des questions quant à l'applicabilité de ces textes, et aujourd'hui, cette activité, quand même, nous réjouissons d'avoir convié les autorités judiciaires pour qu'il y ait un dialogue sincère et franc entre les autorités judiciaires et les citoyens pour pouvoir, bien entendu, ensemble, chercher les solutions qu'il faut toujours dans l'intérêt de la femme sénégalaise qui occupe une place importante dans notre société. Au nom du ministère de la Justice, Madame la Présidente, nous vous remercions de nous avoir conviés à cet atelier, à cette activité, et pour cela, nous souhaitons, bien entendu, à l'ensemble des participants un plein succès aux travaux qui seront menés, bien entendu. Et pour cela, Madame la Présidente, encore une fois, je vous transmets toutes les salutations et toutes les félicitations du département de la justice de manière générale, mais également en particulier du directeur général du centre de formation judiciaire. Parce que la formation, elle est importante, surtout en cette matière par rapport à cette nouvelle loi qui doit être de manière beaucoup plus explicite, davantage renseignée, davantage enseignée également aux différents acteurs pour une bonne application. Et je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers invités et participants et participantes en vos rangs, grades et qualités,
C'est pour moi à la fois un honneur et un privilège de prendre part à cet important atelier sur le thème majeur de l'application effective de la loi criminalisant le viol et les actes de pédophilie. Je me réjouis de cette synergie d'action entreprise par les membres du GTG, qui, comme vous le savez, est coprésidé par le Canada et par ONU Femmes depuis 2017. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons, dans un élan unitaire, passer de la théorie à la pratique, en agissant contre toutes les formes de violence qui bafouent la dignité des filles et des femmes. Cet atelier, qui vient à point nommé, est donc d'autant plus opportun qu'il se déroule durant l'édition 2022 des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. C'est un moment, comme on le sait, qui est dédié à la réflexion et au bilan de nos actions, également de nos approches et stratégies pour mettre fin au fléau de la violence faite aux femmes et aux filles. C'est pourquoi je salue le partenariat dynamique entre les organisations de la société civile féminine, le GTG et l'administration publique, tous engagés pour protéger et pour promouvoir les droits des filles et des femmes et veiller au respect de leur intégrité physique et morale. Les violences exercées contre les femmes et les filles ont pendant longtemps été négligées, soit parce que le système juridique dans lequel elles avaient lieu ne les réprimait pas convenablement, soit parce que le contexte social lui-même restait plus ou moins complaisant à l'égard de ces faits. Leur répression a été prévue dans le code pénal et le code de procédure pénale et des efforts ont été entrepris dans le sens de l'aggravation des sanctions et de la définition de nouvelles catégories d'infractions, entre autres inceste, pédophilie, harcèlement sexuel, viol à travers la loi du 13 janvier 1999. Malgré les efforts consentis en termes de sanctions, ces dernières années, les violences sexuelles, notamment le viol et la pédophilie, continuaient encore la marée montante des déviances. C'est pourquoi il me fait plaisir de féliciter le gouvernement du Sénégal pour sa volonté politique manifeste de mettre un frein à cette épidémie de violences sexuelles, notamment le viol, à travers l'adoption de l'Assemblée le 30 décembre 2019 de la loi criminalisant le viol et les actes de pédophilie, suivie de sa promulgation le 10 janvier 2020. Le Canada est très attaché à la thématique et aux enjeux liés à la dignité humaine. C'est effectivement un des 6 champs d'action de la politique d'aide internationale féministe du Canada. Le Canada se réjouit de l'avancée significative que constitue l'adoption de cette nouvelle loi criminalisant le viol et la pédophilie, qui donne corps et âme aux engagements pris par le Sénégal au plan international et régional. Aujourd'hui, plus de 2 ans après, un suivi de l'effectivité de la mise en œuvre de cette loi majeure s'impose à nous tous et à nous toutes. Société civile, administration, pratiquants du droit et partenaires techniques et financiers. L'atelier que nous démarrons aujourd'hui vient nous rappeler toutefois des défis encore persistants quant à l'application efficace de la loi criminalisant le viol et les actes de pédophilie. Le Canada est fier de participer à vos côtés et invite l'ensemble des participants et des participantes d'accorder une attention particulière aux points suivants. Premièrement, une large vulgarisation et appropriation de la loi criminalisant le viol et les actes de pédophilie auprès des populations. Deuxièmement, un programme de soutien à la prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles et sexistes. Il permettrait ainsi de concrétiser le souhait à la fois des pouvoirs publics et des organisations de la société civile féminine. Et troisièmement,
une revue annuelle de la mise en œuvre de la loi criminalisant le viol et les actes de pédophilie pour faire le monitoring de son effectivité. En vous souhaitant plein succès durant les travaux d'aujourd'hui, je vous remercie sincèrement de votre aimable attention. Merci. Effectivement, un crime. Là, le texte disait que les auteurs pouvaient être condamnés comme ceux qui avaient commis un meurtre ou un assassinat. C'était ça, le seul viol, en tout cas le cas de viol, qui était considéré comme un crime. Mais à part vous avez parlé tout à l'heure de quelques circonstances aggravantes, viol sur mineur, viol sur personnes vulnérables, viol en réunion. Est-ce qu'il y a d'autres cas de circonstances aggravantes liées au viol par les poids que vous avez relevés? On a parlé de l'autorité. Oui, très bien. Viol commis par une personne qui a autorité sur la victime. Oui, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Par le conjoint, c'est une circonstance aggravante? Viol commis par un conjoint, est-ce une circonstance aggravante? Non, du tout, ce n'est pas une circonstance aggravante. Viol commis sur une personne âgée. Viol commis avec séquestration. Également, c'est toujours voilà, des cas de circonstances aggravantes. Par contre, parmi ces cas de viol criminalisés, quel est le cas de viol qui est maintenant puni de la perpétuité, en tout cas de la réclusion criminelle à perpétuité? Est-ce qu'il y en a toujours qui sont punis de la perpétuité? Oui. Suivi de meurtre. Et de quoi? Torture et acte de barbarie. Donc, vous voyez que là, on a introduit ces deux circonstances aggravantes. Viol suivi de torture et acte de barbarie. C'est de nouvelles circonstances que la loi de 2020 a introduites qui n'existaient pas avant la criminalisation. Donc, ce sont les deux cas de viol qui sont considérés comme des viols qui peuvent être punis de la réclusion criminelle à perpétuité. Maintenant, quelqu'un qui commet ces cas de viol, est-ce qu'on peut punir à moins de cette peine prévue par la loi? Jusqu'à quelle peine on peut condamner une personne qui aurait commis un viol suivi de meurtre ou de torture ou d'acte de barbarie? La peine prévue par le texte, c'est effectivement la perpétuité, mais est-ce qu'il y a une possibilité de punir à un autre type de sanction qui ne soit pas la perpétuité? Est-ce que c'est... Oui. Comment? Oui. 10-20 ans. On peut punir à 10-20 ans. Vous êtes d'accord? Est-ce que ce n'est pas des cas où, où le juge ne peut pas accorder des circonstances atténuantes? 50% pour cette réponse. On peut dire effectivement que là, il y a une possibilité de rabaisser la peine, mais on ne peut pas descendre en deçà de 20 ans de réclusion criminelle. Donc là, c'est la peine minimale qu'on peut prononcer lorsque le viol est commis et suivi de meurtre, acte de barbarie ou de torture. Et le viol commis sur un mineur de 13 ans, quelle est la peine prévue pour le viol commis sur un mineur de 13 ans? Oui. C'est ce que disait le texte avant. Oui, effectivement, c'est ce que disait le texte avant. Maintenant, avec la nouvelle loi, il y a une fourchette de peine qui est prévue. C'est pas moins de 10 ans. C'est 10-20 ans. Hein? C'est 10-20 ans. Mais est-ce qu'on peut rabaisser? Est-ce qu'on peut rabaisser et condamner à moins de 10 ans? Je crois que non. Hein? Pourquoi non? Le juge ne peut pas accorder des circonstances. Le juge ne peut pas accorder des circonstances atténuantes. Tout le monde est d'accord? Avant, c'était puni de quelle peine? Avant, c'était 10 ans. 5-10 ans. Mais c'était 10 ans, hein? C'était 10 ans avant. C'était 10 ans. C'était 10 ans, hein, le minimum. Mais est-ce qu'on pouvait accorder des circonstances atténuantes? Hein? C'était 10 ans. C'était 10 ans. Donc, en principe, on ne pouvait pas, parce que le texte disait le maximum de la peine est prononcé. Et on était en matière correctionnelle. Il n'y avait pas possibilité d'atténuer cette peine-là, parce que le texte ne le permettait pas. En revanche, il arrivait qu'on voyait peut-être des sanctions qui étaient inférieures à 10 ans. Mais en réalité, ce n'était pas possible. C'est pas le jeu de la requalification? Oui, bon, on était toujours dans le viol. Oui, monsieur? Oui, l'expérience, vous avez remarqué qu'il y avait une tendance à disqualifier
à disqualifier en enlevant la circonstance de mineur. Ouais, peut-être ça, peut-être ça. Et maintenant, est-ce qu'avec la peine prévue, il y a possibilité de rabaisser et condamner à moins de 12 ans? Ah, bon. Il y a une décision. En principe, non. En principe, non. Mais On est en matière criminelle et effectivement, il y a l'article 432 du Code pénal qui prévoit des circonstances atténuantes en matière criminelle, en permettant même qu'on condamne à une peine d'emprisonnement pour quelqu'un qui est poursuivi pour crime. Mais le texte ne parle pas de réclusion criminelle. À l'époque, c'était la détention criminelle. On parlait de travaux forcés. Le texte permettait de réduire si on était en matière d'infraction punie de la détention criminelle, mais pas de travaux forcés. Et dans le cas d'espèce, les travaux forcés étant remplacés par la réclusion criminelle, les circonstances atténuantes prévues par l'article 432 ne prennent pas en compte la réclusion criminelle. Il y en a qui ont une autre lecture et qui permettent d'accorder des circonstances atténuantes. Mais si on fait une application rigoureuse du texte, les peines de 5 à 10 ans ou de 10 à 20 ans de réclusion criminelle ne permettent pas d'accorder des circonstances atténuantes. Mais il y en a peut-être qui le font et qu'il faut peut-être le justifier compte tenu de ce qu'on dit l'impérium du juge. C'est quoi? C'est le sursis, c'est l'approbation, le fractionnement de la peine, le travail au bénéfice de la société. Ces modes d'aménagement ne peuvent pas bénéficier à ces personnes-là. Mais l'intérêt fondamental, même si peut-être dans la pratique, ça pose aussi toujours des difficultés dans l'application, c'est que ces personnes ne peuvent pas bénéficier de circonstances atténuantes en principe. Le texte dit 5 à 10 ans de réclusion criminelle. Et 432 dont j'ai parlé tout à l'heure ne prévoit pas les circonstances atténuantes lorsque la peine est de 5 à 10 ans de réclusion criminelle. Alors qu'avant, avec les 5-10 ans d'emprisonnement, il y avait une possibilité de condamner à 2 ans. Et c'était presque la peine la plus utilisée par les juridictions. 2 ans, pédophilie 2 ans. Il était rare de voir plus que ça. Oui, Madame Faye. Merci beaucoup, directeur. Je me rappelle lorsqu'on criminalisait la pédophilie, l'un des intérêts, c'est de contourner les délais du mandat de dépôt. Parce qu'en criminalisant, le juge d'instruction ne va plus se soucier des 6 mois d'expiration de l'expiration du mandat de dépôt. Au moins, ça va permettre de maintenir la personne en prison en attendant que le juge d'instruction fasse correctement son travail. Au-delà des peines, mais aussi il y a une certaine liberté qu'on voulait quand même éviter à cette gueule-là, à ce présumé auteur de cette infraction pédophilie. Donc nous, on voit de ce côté quand même un certain intérêt à criminaliser cette infraction. Merci beaucoup, Madame Faye. Effectivement, on en viendra par rapport aux implications. Effectivement, ça, c'est un élément important qu'on peut considérer comme justifiant la criminalisation du viol et de la pédophilie. Donc là, on va s'arrêter par rapport à ça. Sauf que je vais juste ajouter un autre aspect dont peut-être personne n'a parlé. C'est du point de vue même de la politique criminelle. De la politique criminelle et de l'appréciation qu'on peut faire des infractions. On avait dit, je pense que Maître l'a dit tout à l'heure, on a 3 cas d'infraction au Sénégal. Dans certains pays, ce n'est pas le cas. Dans certains pays, on parle de crime. Il y a juste le quantum parfois qui fait la différence. Mais nous, on a 3 cas d'infraction. Les contraventions, les délits et les crimes. Je disais la dernière fois, quand on dit contravention, on peut caricaturer en disant que c'est les infractions qui ne sont pas graves. Quand on dit délit, ce sont les infractions qui ne sont pas très graves. Qui sont graves, mais pas très graves. Assez quoi. Et quand on dit crime, on peut dire que ce sont les infractions graves. Très graves. Quand on dit viol, est-ce que c'est très grave ou c'est pas grave ou c'est grave seulement? C'est très grave. C'est très grave. Donc, du point de vue de la perception, dire que le crime est un délit, on ne devait pas criminaliser, c'est dire que donc le viol n'est pas très grave. Mais si on est tous d'accord que c'est très grave, on doit tous être d'accord qu'on pouvait criminaliser. Il y a des implications, on va certainement en discuter, notamment avec les collègues, qui font que beaucoup présentement sont en train de critiquer la loi et de se poser des questions sur la pertinence même de cette criminalisation. Et c'est de là qu'on va aboutir
aux implications. Quelles sont les conséquences du point de vue procédural? Qu'est-ce que ça a entraîné du point de vue procédural? D'abord pour la personne poursuivie. Quelles sont les conséquences d'une criminalisation pour la personne poursuivie au cours de la procédure pénale? Est-ce qu'il y a des implications, des conséquences que la criminalisation a entraînées pour la personne qu'on poursuit? Oui. Laquelle, par exemple, ou lesquelles? L'instruction est devenue obligatoire. Mais selon vous, l'instruction, est-ce qu'elle est toujours nécessaire en matière de viol ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce qu'elle est toujours nécessaire ou est-ce qu'elle n'est pas nécessaire? Pas tout à fait nécessaire. Oui, mais quand on est devant un cas où la personne reconnaît les faits, on peut aller directement à... Mais la personne reconnaît les faits à l'enquête, reconnaît même devant le procureur, sur le PV d'interrogatoire de flagrant délit, et devant la juridiction, voilà, nier les faits. Oui, nier les faits. Et souvent, c'est des cas qu'on retrouve, et parfois, il arrive très souvent même qu'on relaxe, et qu'on relaxe. Ça, c'est la juridiction qui apprécie les faits. La juridiction a la liberté d'apprécier le procès-verbal d'enquête, d'apprécier même les déclarations de la personne qui reconnaissait les faits, et de pouvoir dire que non, il ne s'agit pas de faits qui sont plausibles pour pouvoir entrer en voie de condamnation. C'est ça vraiment la difficulté en matière de viol. Et on sait que le viol est l'une des infractions où il est très difficile même d'avoir du flagrant délit. C'est le flagrant délit, en matière de viol, c'est presque impossible. En fait. Voilà, donc est-ce qu'il faut toujours une instruction? Là, peut-être les discussions vont permettre d'aller en profondeur dans ça, mais je pense que la difficulté fondamentale, c'est juste la durée souvent qu'on observe lorsqu'on est en matière de procédure d'instruction. Ça, ce n'est pas un problème d'une loi. Pour moi, ce n'est pas le problème de la loi. C'est le problème peut-être de nos institutions. C'est le problème de nos administrations, de comment les administrations fonctionnent. Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens pour pouvoir rapidement faire l'instruction? Est-ce qu'il y a suffisamment de moyens pour juger les personnes qui sont déjà... dont peut-être un renvoi, une ordonnance de renvoi intervenue? C'est là vraiment la difficulté. Mais on sait très bien qu'en matière de procédure d'instruction en matière de viol, souvent l'instruction ne dure pas un an. On a vu des personnes jugées avant un an. Avant un an, on en a vu. Maintenant, est-ce qu'il faut revoir tout cela? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Ailleurs, il y a des techniques qui sont utilisées lorsque la personne consent à être jugée rapidement. Il est possible, même en matière criminelle, lorsque la personne dit « moi je vais être jugé rapidement », qu'on aille rapidement à l'audience et qu'on juge cette personne-là, même si c'est des faits criminels. Cette forme, si le juge, est une forme intéressante. Cet exposé interactif-là, vraiment est intéressant parce que ça permet quand même aux gens de sortir un peu voilà, ce qu'elles pensent vraiment de la loi. Et ça nous permet d'avoir des connaissances plus pratiques, de nous rappeler parce qu'on retient qu'il faut des notions qui sont un peu floues dans nos têtes, où il y a des erreurs, mais qu'on retient. Ça, c'est très intéressant comme ça. Donc, je propose qu'on fasse les trois exposés et après on fait une discussion générale. Oui. Est-ce que ça vous va, Zainab? Madame Faye? Donc, voilà. Et je demanderai également aux intervenants de se présenter pour qu'on sache qui est là. Et partent de l'efficience, de sa portée et tout. Donc, mais j'ai compris autrement que peut-être qu'on me demande une approche métier. Moi, l'insider, quelqu'un qui est dedans, parce qu'en fait, ce sujet charrie beaucoup de passion entre nous autres juges, entre ceux-là qui n'ont aucune notion de droit, entre les juristes qui ne sont pas juges. Oui. Parce qu'être juriste ne donne pas forcément une prééminence sur le judiciaire. C'est un métier, c'est différent. Donc, pour aborder le sujet, je vais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais sauter quelques préliminaires sur des clarifications conceptuelles pour lesquelles Hassan a apporté assez de réponses. Donc, d'une manière générale, le viol et la pédophilie se regroupent dans le titre 3 du Code pénal, notamment à la partie relative aux attentats aux mœurs et comprend au moins 18 articles qui traitent des attentats aux mœurs. Moi, je n'aime pas cette expression mœurs, parce qu'en fait, c'est une notion plus sociologique que juridique. Les mœurs d'une époque dans un pays diffèrent des mœurs d'une époque dans un autre pays. Si on prend l'exemple du sex Tinder, par exemple, dans d'autres contrées,
que ne pourrait pas admettre chez nous, en fait, une conception assez religieuse de la chose. C'est quoi le sex Tinder? C'est deux adolescents, deux personnes âgées qui se rencontrent et qui, sur un coup de tête, ont juste envie d'avoir une relation sexuelle consentie. Il n'y a pas d'amour platonique, il n'y a rien. En fait, c'est une conception de la sexualité autre qui est différente de celle que nous pouvons avoir. Donc, slide, s'il vous plaît. Bon, je dépasse les définitions des violences sexuelles. En règle générale, pour qu'on puisse parler de violence sexuelle, il faut qu'il y ait des actes à caractère sexuel. Hassan l'a relevé. Il faut qu'il y ait une force ou coercition, violence, contrainte ou abus de pouvoir, incapacité de la victime à donner un consentement éclairé. Slide. Ça, ce sont des définitions. Cependant, nous ne parlons aujourd'hui que du viol, qui draine beaucoup de passion, hein, parce que c'est la violence sexuelle ultime. Ce qui est dû à beaucoup de facteurs. Donc la non-maîtrise de la technique juridique appliquée à la matière par plusieurs observateurs. Je l'ai dit, je l'ai rappelé tantôt. J'aime donner l'exemple de l'anatomiste et du médecin. C'est quelqu'un qui connaît tout le corps humain, mais n'a pas de qualification pour être un médecin. C'est différent. Je peux connaître tout le code pénal, mais vous n'êtes pas juge, vous n'avez pas appris peut-être ce que c'est que la technique juridique. Il y a une impression d'injustice très souvent décriée, les errements ou approximations dans l'appréhension des faits par les acteurs de la chaîne pénale. Ça, c'est nous, hein. Notamment les enquêteurs et le procureur, dont la proximité organique a instauré une similarité cognitive qui consiste à faire rapporter par la victime son défaut de consentement. Je m'explique un peu. En fait, vous voyez très souvent dans les PV de police, la manière dont se déroulent les auditions. En fait, il y a comme une présomption de consentement. On demande à la victime de rapporter la preuve qu'elle n'a pas consenti. Très souvent, le procureur, il suit rapidement ce que l'enquêteur lui amène. Le juge d'instruction qui ne supplée que difficilement les carences de l'enquête par manque de moyens techniques et éventuellement de sa non-spécialisation dans la gouvernance des dossiers de ce type. Moi, je le dis toujours, on ne traite pas un dossier de viol comme on traite un dossier d'abus de confiance. Pour l'abus de confiance, on vous dira les conditions de l'abus de confiance sont là, c'est clair, c'est assez défini. Mais pour le viol, ça peut paraître complexe. Parce que la réalité du quartier, la réalité de la Badianougor, et la version qui a été rapportée par la victime à l'association des juristes sénégalaises est très souvent différente de celle qui se trouve dans les PV. Donc il y a un décalage souvent. Elles sont étonnées, de voir une personne mise en liberté parce que tout simplement, la version qu'elles ont reçue est très différente de celle qui se trouve dans le PV et du déroulement de l'enquête. Le juge n'est pas spécialisé dans la gouvernance des dossiers de ce type. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, il n'y a pas un curriculum spécifique pour traiter de ce genre de dossier. Comment est-ce qu'on parle à une victime? Comment est-ce qu'on parle à un enfant? Comment est-ce qu'on gère un dossier de viol? Qui requiert une approche spécifique et différente des autres techniques d'enquête, les juridictions de jugement, dont la versalité des décisions d'une juridiction à une autre sur la notion de consentement participe d'un véritable flou artistique. Ce que ne supplée guère la chambre criminelle de la Cour suprême. Vous vous rendrez compte d'une juridiction à une autre, une différence fondamentale entre la définition du consentement, entre la manipulation même de cette catégorie. Parce que très souvent, on confond la notion de consentement en droit civil, qui veut dire quoi? C'est un accord de volonté pour accomplir quelque chose. Ce n'est pas la même conception en droit pénal. Parce que si l'on s'en tient à l'image d'Épinal du bon sexe ou du sexe légitime, ce sont deux adultes qui s'aiment d'un amour platonique et qui veulent matérialiser cet amour par une conjonction sexuelle. Le problème fondamental avec cette loi, il n'y a pas d'évolution considérable à part l'élévation de la sanction. La définition, elle reste là. C'est quoi le viol? Alassane l'a rappelé tantôt. C'est le fait d'obtenir des relations sexuelles, soit par contrainte, menace ou violence. Il y a comme une slide
il y a comme une présomption de consentement. Très souvent, en fait, on pose trop de conditions à la victime. On lui demande trop de prouver un peu qu'elle n'avait pas consenti. Donc, pour traiter du sujet, je l'ai compris comme le traitement judiciaire du violent. Donc, je vais parler un peu des différentes étapes. Quels sont les goulots d'étranglement et à quel niveau se posent les problèmes. Les limites de l'enquête préliminaire. Bon, à l'enquête préliminaire d'une manière générique, mais le problème au niveau des unités d'enquête. Qu'est-ce qui fait que souvent les PV ne renseignent pas suffisamment compte ou n'aident pas le juge d'instruction ni la juridiction de jugement? Déjà, il n'y a pas une approche victimologique au niveau des polices ou au niveau des unités de gendarmerie. Absence d'une prise en charge psychologique des victimes à l'accueil. Vous venez dans une unité d'enquête pour déposer une plainte ou même pour porter une mention pour viol. La façon dont celui qui vous accueille vous parle vous donne l'impression d'être doublement victime. Et à partir de ce moment, vous vous braquez, la parole ne se libère pas. Inexistence très souvent d'un protocole bien défini pour l'audition des mineurs et des victimes d'une manière générale qui suppose un maniement délicat du processus cognitif pour libérer la parole. Je l'ai dit, le mineur et la victime de violences sexuelles sont des êtres fragiles qui ont subi un mal profond. Est-ce que l'enquêteur qui est là devant eux a été formé? Suffisamment formé, je dis, à la technique d'un... On ne parle même pas, parce que dans les instruments internationaux, on ne parle pas d'audition de victime, on parle d'entretien. Parce qu'en fait, c'est une discussion qui doit être libérée. Mais quand vous devez poser des questions à une victime et que vous la harcelez en criant sur elle, mais elle se braque, l'entretien ne se déroule pas bien, forcément, vous n'avez pas les résultats escomptés. Donc, il y a une absence fondamentale de curriculum chez certains enquêteurs. Vous vous en rendez compte lorsque vous lisez certains PV. Des difficultés d'interprétation des certificats médicaux, confusion entre virginité, béance du vagin, déchirure hyménale ancienne, lorsque les faits sont relativement anciens, et d'une manière générale du lexique médical. C'est un problème fondamental. Parce que dans l'imagerie populaire, le viol est très souvent le viol là qui vient de se commettre, ici et maintenant, dans un temps très proche. Comme on l'a relevé, c'est le viol le plus simple, peut-être le plus simple à déterminer. Mais le violeur, c'est très souvent le tonton, le papa en costume, qui est à la maison, qui abuse d'une fille pendant des années. Entre-temps, cette fille aura connu d'autres hommes, elle aura perdu sa virginité. Ce n'est pas pour autant qu'elle doit être violée. Est-ce qu'un certificat médical est à même de prouver qu'il y a eu... Vous voyez de ces questions, est-ce que vous étiez vierge au moment des faits? À la limite, c'est insultant, c'est rabrouant. C'est une réalité. Donc, il y a des confusions monstres. Souvent, il y a des expressions des médecins dans les PV, dans les certificats médicaux, qui ne sont pas compréhensibles pour nous autres qui ne sommes pas des sachants de la matière. Rien n'empêche à l'enquêteur, rien n'empêche au juge d'instruction, mais d'appeler le médecin à titre de simple renseignement ou à titre de témoin pour qu'elle vous dise en mots simples et profanes qu'est-ce qu'elle a bien voulu dire. Parce qu'il y a des confusions échymoses sur certaines expressions. Audition très suggestive avec une tendance à sexualiser l'entretien avec des mots crus ou rebutants pour la victime qui revit le trauma. Vous le voyez dans les PV de police, vous m'excuserez, parce que bon, on est là pour un peu pour apprendre. Ce sont des questions du type, est-ce qu'il a mis son sexe dans votre... Donc, pour une fille de 16 ans, ça peut être choquant, ça peut bloquer la parole, ça peut l'empêcher de parler. Au début de mon intervention, la définition du consentement en droit pénal. Une clarification conceptuelle s'impose, tant l'expression est galvaudée et renvoie à des confusions aussi bien chez les acteurs judiciaires que le public, empruntant souvent des raccourcis qui participent à une certaine culture de viol. On vous dira, moom moo fa dem minuit, jigéen bu dem néegu góor minuit, ça ne veut rien dire. Elle est allée chez elle en jupe courte, ça ne veut rien dire. C'était son amant, ça ne veut rien dire.
en réalité, en fait, on fait reposer la charge de la preuve sur la victime. En quoi faisant, c'est à elle de démontrer qu'elle a suffisamment résisté, qu'elle a suffisamment dit non. C'est le cas de la femme peut-être violée par violence. Mais on oublie très souvent des femmes qui, excusez-moi l'expression, qui couchent parce qu'elles n'avaient pas le choix. Dans le milieu professionnel, une femme qui est dans une voiture fermée sur la route alors qu'il pleut, qu'un chauffeur entend conduire vers vous et lui demande d'avoir des rapports sexuels au fin de la conduire peut-être en bout. Est-ce que cette femme-là a la possibilité de dire non? Donc, c'est dans la formulation même de l'article ou des articles qui punissent cette infraction, on ne trouve pas en réalité le mot consentement. On ne trouve pas le mot consentement. C'est une approche négative qui est empruntée à la notion de défaut de consentement qui appartient au droit civil. Ce n'est pas la même chose. À cet effet, j'invite peut-être à lire l'article de mon camarade de promo, Maître Babacar Niang, qui est professeur agrégé à l'université, dans le traité qui a été dédié à Jacob. Parce qu'en réalité, d'une juridiction à une autre, il y a une différence de conception par rapport à ce que c'est que le consentement. L'acte de violence, bon, dans la plupart des cas, c'est celui qui est le plus facile à être prouvé. Ça se prouve par des ecchymoses, des traces de coups, ce qui résulte très souvent du rapport fait par les médecins à travers des certificats médicaux. Moi, je dis ça, c'est le viol. C'est l'idée du viol qu'on se fait partout dans le monde. C'est le viol qui vient de se produire, qui a été commis par un marginal borderline, quelqu'un qui est malade sexuel et tout. Donc ça, c'est difficile à établir. Mais les violeurs ne sont pas ces gens-là, pour la plupart du temps. La contraire est souvent la clé de la démonstration de violence, elle peut être physique ou morale. Victime apparaît dans une voiture verrouillée, dans le cadre professionnel, je l'ai dit tantôt. La peur du scandale, quelqu'un qui détient votre vidéo, peut-être, qui vous demande de coucher avec lui. État de faiblesse dû à l'alcool ou à des drogues. Ça existe, des gens qui abusent de l'état d'alcoolémie ou d'ivresse d'une victime pour coucher avec elle. Bon, à ce propos, j'ai vu récemment un arrêt assez exotique quand même des tribunaux américains qui avaient refusé de condamner une personne pour viol parce que tout simplement la femme s'était retrouvée dans un club de consommation d'ecstasy. Et que le juge avait estimé qu'à un certain niveau de consommation, c'était des lieux permissifs où les gens pouvaient se permettre tout. La femme, c'est 6 mois après qu'elle s'était rendue compte qu'à cette soirée, elle avait eu des rapports sexuels dont elle n'avait pas voulu. Mais le juge n'était pas entré en voie de condamnation. Vous voyez que des fois, c'est la manipulation des concepts pose problème. Une certaine confusion à considérer l'âge comme étant un élément constitutif du viol. L'âge n'est pas un élément constitutif du viol. À ce niveau, vous verrez que dans les décisions qui ont été rendues, l'une des plus célèbres, c'est dans l'affaire Feu Mathieu, excusez-moi, où des filles de 14 ans avaient eu des rapports soi-disant consentants avec des adultes. Je pense que la juridiction de jugement n'avait pas retenu le viol pour 3 raisons, en disant qu'en fait, celles-ci avaient une certaine maturité qui leur permettait d'avoir un discernement clair. Donc très souvent, c'est la parade qu'utilisent les juges pour aller plus vers le détournement de mineurs que sur le viol. Parce qu'en réalité, il se pose une question dans nos différents textes disparates sur ce que peut être la majorité sexuelle. Dans certains textes, on vous parlera de pédophilie sur mineurs de 16 ans. On peut admettre le consentement
d'une fille de 15 ans ou de 16 ans, vous allez dans le code de la famille, on vous parlera de mineurs de 21 ans. Vous revenez dans le code pénal, on vous dira qu'une fille ne peut se prostituer qu'à l'âge de 21 ans. Donc il y a une espèce de flou sur ce que peut être la majorité sexuelle. Pour les juges, absence de courage pour entrer en voie, ça c'est une question, en voie de condamnation ou respect du sacro-saint principe du doute profite à l'accusé. Donc très souvent, c'est la sempiternelle question de la difficulté à établir la preuve en matière de viol. À ce propos, qu'est-ce qu'il faut? La loi ne peut pas tout régler en fait. Mais elle peut toujours être améliorée de sorte que ceux-là qui la manipulent disposeront de matériaux adéquats. Récemment, je pense que c'est en 2018, pour ceux-là qui s'y connaissent un peu, la Suède a révisé son code pénal en disant qu'il fallait que le viol était un acte sexuel accompli sans consentement explicite. Sans consentement explicite. Avec ce terme, il y a eu une levée de bouclier pour certains puristes qui disent en fait, est-ce que maintenant, pour avoir un rapport sexuel, il faut appuyer sur un bouton pour dire oui? En fait, il faut un changement de paradigme sur l'appréhension même du phénomène. Parce que c'est une notion assez complexe, assez difficile à établir. Bon, j'avais griffonné quelques recommandations. Il faut une formation. Je parle sous le couvert du directeur de la formation continue. Monsieur le directeur, j'appelle votre attention. Une formation spécifique des acteurs de la chaîne pénale en matière de violence sexuelle, victimologie, psychologie, entretien des victimes. Moi, je n'aime pas l'expression interrogatoire qui renvoie trop à la coercition. Il y a des curriculums du genre qui existent en droit des mineurs. Mais je pense qu'on doit y penser par rapport aux victimes de viol. D'un point de vue législatif, introduire dans nos dispositifs légaux des dispositions de prise en charge, d'accompagnement durant toute la procédure, le cas échéant, instaurer une commission d'office d'avocat pour la victime si elle en fait la demande. Moi, je pense que ça va être une innovation majeure. Légiférer d'une manière claire et précise sur la majorité sexuelle et établir un âge plancher en dessous duquel il ne peut y avoir consentement. Prévoir et légiférer sur les mesures de protection des victimes, notamment avec les notions d'ordonnance d'éloignement. Prévoir des structures pour accueillir les victimes pour une prise en charge médicale et psychologique. Permettre aux juges d'instruction d'utiliser des techniques intrusives. Qu'est-ce que cela veut dire, les techniques intrusives? Ce sont les techniques qui permettent d'attenter à l'intimité d'une personne. Parce que qu'est-ce qu'il y a à défendre? Il y a deux impératifs. C'est la protection de la vie privée, mais l'autre aspect, c'est la violation du corps d'une autre personne. En fait, ce sont des techniques qui sont là, des outils qui sont donnés aux juges d'instruction dans certaines matières particulières, notamment en matière de crime organisé. C'est-à-dire quoi? Permettre aux juges de pouvoir mettre sur écoute en cette matière quelqu'un, de pouvoir, par des procédés intrusifs, mener des perquisitions informatiques, de pouvoir surprendre des communications dans un endroit clos ou fermé. Moi, je pense que ce sont là peut-être des moyens qui permettront d'entrer en voie de condamnation sans regret et avec beaucoup de certitude. Donc, je pense que c'était là un peu les quelques éléments que je voudrais apporter pour participer au débat. Je suis disponible éventuellement pour, dans un dialogue interactif, à répondre aux différentes sollicitations et aux différentes questions. Je vous remercie.